Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Le dimanche 19 janvier 2025, après 15 mois de guerre et de massacre de l'armée israélienne à Gaza, un cessez-le-feu a été accepté par le gouvernement israélien et le Hamas. Vu l'ampleur des dégâts dans les populations palestiniennes et israéliennes, c'est un nouvel épisode historique dans l'un des plus longs conflits guerriers du monde. On ne peut donc que se réjouir de la trêve qui va permettre, d'une part, de soulager la souffrance des Gazaouis et les aider à survivre dans leur pays dévasté, mais qui va permettre aussi la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens. Mais les inquiétudes sont toujours les mêmes sur la suite des événements tant que la question palestinienne ne sera pas réglée. Nous allons donc, dans notre émission, nous interroger avec des journalistes et des chercheurs pour essayer de comprendre ce moment très particulier de la suspension de la guerre. Alors, voici d'abord ce que l'on entendait dans les reportages télévisés le soir du dimanche 19 janvier 2025. Elles parcourent les quelques mètres entre la voiture de leur geôlier et celle de leur libérateur. Sur ces images, le Hamas, armé, en uniforme, se met en scène. Une démonstration de force et un message, ils sont toujours les maîtres de Gaza et encadrent le transfert des otages dans ces camionnettes de la Croix-Rouge. Regroupées pour suivre la libération à distance, les familles exultent. Après 15 mois de captivité, elles sont libres. Romy Gonen, 24 ans, a été enlevée le 7 octobre pendant qu'elle participait au festival de musique Nova. Au moment de sa capture, elle a été blessée par une balle dans le bras. La Britannique Emily Damari, 28 ans, et Doron Steinberer, 31 ans, ont toutes les deux été kidnappées chez elles dans leur kibboutz à Kfar Aza. Leur mère scrute minute par minute la progression du convoi. À Tel Aviv, ils sont des milliers. Les yeux rivés sur cet écran, chaque étape de leur parcours est retransmise.
Mais l'émotion reste contenue. Je n'ai pas de mots, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Nous pourrons faire la fête seulement quand tous les otages seront rentrés à la maison. Mais chaque libération est une étape dans la bonne direction. Au terme de 2 heures de transfert éprouvant, les voici, escortés par l'armée israélienne, sourire aux lèvres. Israël a commencé à libérer 90 prisonniers et détenus palestiniens cette nuit, plus de 7 heures après le retour en Israël de 3 otages israéliens détenus par le Hamas, avant un autre annoncé samedi prochain. Mais à Gaza, le premier jour d'une trêve fragile. Et des sentiments mitigés pour les habitants, entre une joie intense de ne plus entendre les drones, ni les avions, ni les bombardements israéliens, de ne plus compter ces morts, mais aussi le désespoir de constater l'étendue des dégâts, la dévastation de l'enclave côtière. Alice Froussard a pu joindre des habitants par téléphone de retour dans le nord. Il y a ceux qui ont embrassé la terre d'émotion, ceux qui ont décidé d'installer leur tente sur les décombres de leur maison. Il y a aussi des Gazaouis qui préfèrent attendre un peu avant de revenir chez eux afin de pouvoir le faire sur une route déblayée. Fouad, lui, s'est pressé pour aller constater les dégâts dans le nord de Gaza où il vivait. On est arrivé ici dès l'aube à 6 heures pour voir ce qu'il restait. C'est une destruction massive et sans précédent. Franchement, on ne sait même plus où on est. Plus de maisons, plus d'infrastructures, plus rien. Nous n'avons plus aucun repère. Pour ce premier jour de cessez-le-feu, d'autres cherchaient en vain leurs proches disparus, parfois depuis des mois. Autour du 15 juillet, on a appris que ma sœur avait été tuée ici. La femme qui parle, Jenna, a seulement appris que la maison de sa sœur avait été bombardée, qu'elle s'est écroulée. Sa sœur à l'intérieur, accompagnée de son mari et de son enfant, tous enterrés vivants sous les décombres. C'est indescriptible, la destruction qu'a subie le peuple palestinien. Nos vies ont été détruites. Il ne faudra plus de 20 ans pour espérer revenir au niveau d'avant, pour revenir à la normale. Il n'y a plus de vie, pas d'eau, pas d'électricité. Qu'allons-nous bien pouvoir reconstruire ici? Qu'est-ce qu'on va faire? Jenna le précise, déjà lors des précédentes guerres, la reconstruction avait pris des années. Alors pour cette dernière, elle n'ose même pas l'imaginer. Je suis bouleversé par l'ampleur des destructions que je vois. Les maisons sont détruites, les infrastructures sont détruites, tout est détruit. Il ne reste plus rien dans le nord qui vaille la peine de vivre ici. Après 15 mois de guerre, Amal retrouve ce qu'il reste de sa maison et quelques affaires. Nous nous retrouvons dans une situation que je n'aurais jamais imaginé voir ou vivre un jour. C'est un endroit pour vivre ça, pour élever des enfants, 10 enfants. Au milieu des scènes de liesse, des milices proches du Hamas défilent, une manière de montrer leur force, qu'ils tiennent toujours la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait dit, le 8 octobre 2023, au lendemain de l'attaque palestinienne sur Israël, qu'il allait éradiquer le Hamas. Mais après 15 mois de guerre génocidaire sur Gaza, le Hamas est toujours présent avec ses combattants en armes. Et le gouvernement israélien doit négocier la libération des otages avec le Hamas. Alors, le 9 janvier 2025, donc au matin, Elias Sambar, que nous avons déjà entendu dans des émissions Civis Pacem précédentes, s'exprimer sur France Inter. Et notre invité ce matin est essayiste, ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO. Il a signé l'an dernier un ouvrage dans la collection Tracts de Gallimard, La dernière guerre, point d'interrogation, Palestine, 7 octobre 2023, 2 avril 2024. Bonjour Elias Sambar. Bonjour. Vous êtes né en Palestine en 1947, au moment où l'État d'Israël a été créé. Vous avez donc toujours connu ce conflit, ou presque. Le gouvernement israélien vient de donner la nuit dernière le feu vert à l'accord de cessez-le-feu qui prévoit une trêve et la libération de premiers otages israéliens en échange de détenus palestiniens. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites enfin? Je dis qu'il y a un soulagement indéniable, que le massacre permanent des populations civiles palestiniennes s'arrête. Cela dit, c'est un processus. Ce n'est pas un traité de paix, c'est pas la fin de la guerre, elle va continuer. C'est un processus qui est très vulnérable dans la mesure où chacune de ces phases Il y en a 3. Est tributaire de la réussite de celle qui la précède.
Donc si nous allons aller dans la première, s'il y a le moindre accroc, on ne verra pas le deuxième. Donc il faut suivre, tout en étant très, très vigilant, bien sûr. Il y a des pressions qui veulent, des pressions, j'entends, des grands États qui sont en train de faire pression pour que ça marche, mais le risque que ça capote, que ça se bloque, est là. Néanmoins, il y a déjà un certain nombre de constats qu'on peut faire, puisque ça n'est pas la fin. Ça va continuer. Mais il y a deux constats, je pense, fondamentaux. Le premier est peut-être de commencer à ne plus jamais utiliser le terme des choses définitives en politique. Cette guerre, qui est à son 460e jour, 15 mois, oui, a commencé par une affirmation du Premier ministre israélien qu'il allait annihiler le Hamas. Ce qu'il n'a pas fait. Il vient de négocier avec le Hamas. Oui. C'est pas simplement qu'il l'a pas fait. Tout le monde va après voir qui a gagné, qui n'a pas gagné. Ça n'est pas fini. Mais il y a un fait, c'est que des changements peuvent intervenir qui n'étaient pas annoncés en quelque sorte. C'est clair, qu'il y a un soulagement pour les civils, qu'il y a un interlocuteur qu'on pensait éliminer qui va être à table. Et ça, je l'ai écrit dans le petit texte que vous venez de citer. Il ne fallait pas imaginer qu'on pouvait s'en sortir. Et il y a une troisième chose qui est très importante et qui nous touche tous, pas simplement palestiniens ou arabes ou israéliens, bien sûr. Il y a eu à un moment donné une annonce du Premier ministre israélien qu'il allait remodeler le paysage régional. Le paysage a été remodelé. Nous y sommes, mais pas du tout dans la conception géographique de Benjamin Netanyahou. Je vais vous dire, il y a eu 3 surprises énormes: l'affaiblissement de l'Iran, le changement au Liban, la chute d'une dictature absolument terrifiante en Syrie, en Syrie, et le fait qu'il y a un nouvel acteur sur scène, qui est l'administration américaine, qui, pour la première fois, n'avale plus les couleuvres du Premier ministre israélien. Le président Biden a passé une année à envoyer des armes, des munitions et de l'argent, et à avaler des couleuvres de la part du Premier ministre israélien. C'est fini. On sait très très bien que l'accord a été obtenu par une énorme pression américaine sur Netanyahou, qui ne voulait pas arriver à cet accord, même momentané. Et surtout, cela marque l'entrée sur scène d'un acteur très important et très sollicité, qui est l'Arabie Saoudite. Vous employez le mot trêve. Il faut penser que c'est une trêve, un cessez-le-feu, et donc non pas la paix. Vous avez écrit il y a quelques mois comment, dans l'hypothèse d'une accalmie durable, initier un processus de transition pacifique sans tenir compte des séquelles d'une guerre faite de massacres, de blocage de l'aide alimentaire et médicale. Elias Sambar, c'est maintenant qu'on va découvrir l'ampleur des destructions. Il est encore beaucoup trop tôt pour imaginer ce que pourrait être le point de départ de la reconstruction. Il y a la reconstruction, mais qui touche un peu les dégâts matériels. Il y a la reconstruction des humains, parce qu'il y a une peine infinie. On est quand même... Vous savez, pendant des mois, tous les médias ont donné les chiffres des victimes civiles palestiniennes, en disant c'est selon le ministère palestinien. Du Hamas. Nous venons d'avoir un bilan extrêmement sérieux par le Lancet, qui dit les chiffres palestiniens sont infiniment sous-estimés. Il faut que vous prévoyez 45% de morts supplémentaires. Donc nous approchons les 70 000. C'est terrifiant. Terrifiant pour une petite population. Donc il y a tout cela. Et il y a également le fait, et pour en revenir à la question des négociations. Oui, parce qu'il y a un nom que vous n'avez pas prononcé encore, Elias Sambar. Vous avez prononcé le nom de Biden, mais vous n'avez pas prononcé le nom de celui qui lui succède. Oui, c'est lui qui a tordu le bras de Netanyahou pour arriver à cet accord. Je ne l'ai pas nommé, mais c'est de lui que je parlais, et c'est lui qui est très intéressé à l'entrée de l'Arabie Saoudite dans le jeu. Et il faut voir une chose qui est une erreur monumentale que le gouvernement israélien a commise. Il a pensé qu'il pouvait faire avaler toutes les couleuvres de la planète à son principal protecteur. Les États-Unis. Oui, sans être pénalisé. C'est ce qui vient de changer. Les États-Unis n'ont pas changé de position vis-à-vis d'Israël, mais il y a certainement un changement de position vis-à-vis de ce gouvernement israélien qui ne leur convient pas,
qui leur échappe et qui n'est pas dans la norme. Qui n'est pas dans la norme. Il y a un protecteur et un protégé dans cette histoire. Et c'est la première fois qu'on assistait pendant plus d'1 an à un protégé qui envoyait promener littéralement son protecteur tout en continuant à recevoir de l'aide et des armes. Il y a eu 108 ponts aériens de bombes. Je crois que la présidence de Biden par rapport à cette question a été assez pitoyable par rapport à l'idée de puissance, de la première puissance du monde. Nous sommes à la veille d'un remodèlement géographique et global qui n'est pas seulement en Palestine. Mais là, tel qu'on vous entend, on a presque l'impression que vous dites merci Donald Trump. Or, en fait, cette administration Trump qui va rentrer en poste à partir de lundi, elle est effectivement très pro-israélienne. Il y a, par exemple, alors dans l'administration, il y a l'ambassadeur Mike Huckabee qui dit qu'il n'y a pas de solution possible à 2 États, que c'est totalement impossible, que certains disent que la Cisjordanie occupée n'existe pas. Vous avez envie de leur faire confiance quand même? C'est pas une question de confiance, c'est une question de rapport de force et de calcul d'intérêt. C'est sûr. Moi, j'ai été un des partisans et un des acteurs dans la promotion et la négociation et la lutte pour l'avènement des 2 États. Donc, ça n'est pas du tout... Au moment des accords d'Oslo. Ça n'est pas un reniement. C'est fini. C'est fini, hélas, c'est fini parce que impraticable. Pas parce que l'idée était mauvaise, parce que le principe était faux. C'est fini. Qui va aujourd'hui, dans un territoire ravagé par les 150 colonies, qui va mener une guerre civile en Israël pour déloger les colons et dire voici le territoire du 2e État? Non mais c'est fini, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de Palestine? Je pense pas. Par contre, l'histoire joue des tours très souvent et donc c'est pas une question d'être content ou pas ou d'être de remercier ou d'être dans la gratitude. C'est pas la question. Vous savez, il y a aujourd'hui à l'intérieur de ce qu'on appelle traditionnellement la Palestine historique, c'est-à-dire Israël plus les territoires occupés en 67. Oui. Il y a un nombre égal de Palestiniens et d'Israéliens. Les Palestiniens ne sont pas partis au bout des 15 mois que nous venons de vivre. Et c'était l'idée. Ils ne sont pas partis. Les 2 États sont devenus impraticables. Donc nous entrons dans une phase où il faut faire preuve d'imagination en partant du réel. Le réel est là. Je ne crois pas qu'Israël va mobiliser une armée pour aller déloger les colons. Je ne crois pas que les Palestiniens vont refaire un départ comme en 48 en pensant qu'on s'en va pour 2 jours ou 2 semaines et on revient. Tout le monde a compris, quand on s'en va, on ne revient pas. Et donc il va falloir vraiment se coltiner ce problème dans les conditions actuelles. Est-ce qu'on peut encore espérer qu'il y ait une cohabitation, une coexistence? Je ne sais pas sous quelle forme juridique, sous quelle forme étatique. Oui, il faut que ça reste un but, bien sûr. Sinon quoi, c'est la guerre éternelle, c'est pas possible. L'annihilation de l'un ou de l'autre, non, c'est pas la question. Par contre, il va falloir inventer des formes nouvelles. Et on se heurte beaucoup à cette nostalgie des 2 États parce que la formule avait donné beaucoup d'espoir à beaucoup de gens. Mais c'est fini. Aujourd'hui, quand je dis ça ne marche plus, on pense que je renie. Je ne renie pas, je dis c'est un échec, hélas. Mais on ne s'arrête pas. On ne va pas s'arrêter là. Ce qui vient de se passer est extrêmement intéressant. Les Américains sont revenus, non pas à une position pro-palestinienne, vous me demandiez si j'étais reconnaissant, c'est pas ça. Mais ils sont revenus à une position plus pro-américaine qu'israélienne. Et ils ont remis chacun dans son rôle et à sa place. تدمع العين لا حبيبة يا فلسطين يا وين العرب نايمين يا زينة البلدان قاومي ربي يحميك من ظلم الإخوان العتيان ولصهيون اللي طمعين فيه ما نسمح بك يا غزة
يا رفع حرام الله أمتنا راهم رضا يا زينة البلدان قاومي ربي يحميك من ظلم الإخوة العتيان صهيون اللي طمعين فيك يا زينة البلدان قاومي ربي يحميك من ظلم الإخوة العتيان ولي صهيون اللي طمعين فيك. Après cette chanson de Rajavi Falasteni, nous reprenons notre analyse du cessez-le-feu qui a été accepté entre l'armée israélienne et le Hamas. Le cessez-le-feu, bien sûr, n'est pas la paix. Et sur les plateaux de télévision, les intervenants s'interrogent d'ailleurs sur la solidité de cette suspension de la guerre et sur les moyens d'arriver à un véritable chemin vers la paix. Alors, on peut se poser la question, est-ce que la trêve entre le gouvernement israélien et les Palestiniens peut durer? C'est la question qui a été posée aux personnes qui étaient présentes sur le plateau de l'émission C'est ce soir de la chaîne France 5. Voici ce que déclarait Jad Hilal, écrivain franco-libanais d'origine palestinienne et chercheur en littérature et en philosophie. Je pense qu'il faudrait s'accorder sur ce à quoi on croit, en fait. Ouais. C'est-à-dire que je suis assez d'accord pour dire qu'on ne peut pas, d'ici surtout, dire à des Palestiniens que ça n'existe pas, la trêve, que ça n'a aucun sens, parce que c'est pour quelqu'un qui vit ça depuis 15 mois, l'espoir, on le trouve où on peut. Hein. Donc une trêve est évidemment bienvenue. Ce qui est un peu, et je partage cet avis-là cynique, c'est de considérer que les choses s'arrêtent là et que on va oublier et passer à autre chose. Voilà. Je pense que tant qu'il n'y a pas, ne serait-ce qu'une politique de reconnaissance mutuelle de ce qui s'est passé, il n'y a aucun deuil possible en réalité et il n'y a aucun progrès possible. Alexandra Schwassenbord, journaliste, directrice adjointe de la rédaction de Libération et ancienne correspondante à Jérusalem, rappelle, toujours sur le même plateau, le bilan catastrophique d'une soi-disant victoire militaire sur le Hamas annoncée par le gouvernement israélien. Cette victoire, à quel prix humain, vous vous rendez compte? Plus de 40 000 et encore, hein, si l'on en croit beaucoup de spécialistes, ce chiffre est totalement sous-évalué. Le Hamas parle de 47 000 morts et la revue de Lancet estimait à plus de 60 000. Et je pense que quand on va ouvrir Gaza, quand les Israéliens ou je ne sais pas qui, on ne sait pas très bien qui va administrer Gaza. C'est ça d'ailleurs le grand problème. C'est que, bien sûr, il y a des grandes réunions internationales qui sont prévues, mais les Israéliens n'ont absolument aucune idée pour l'instant de ce qu'ils vont faire de Gaza. Et le jour où l'on va pouvoir entrer dans Gaza, je pense que ça va être un choc immense, y compris pour les Israéliens, y compris et surtout pour les Israéliens, qui tout à coup vont comprendre ce qu'ils n'ont pas voulu voir pendant 15 mois. Je pense qu'on a bien compris, hein. Moi j'ai passé 4 mois à Gaza, donc oui, vous, bien sûr, vous, bien sûr. Mais je pense que malheureusement, il y a eu une espèce d'imperméabilisation dans la société israélienne à la souffrance des Palestiniens. Et donc je pense que ce jour-là, ça va être terrible. Alors est-ce que ça va provoquer un tel choc que du coup, ça va encourager à se dire, là maintenant, il faut qu'on arrête, on discute et on essaye d'arriver à une paix qui convienne aux deux parties. Mais quand même, certes, il y a victoire d'Israël, mais il ne faut pas oublier quand même le prix humain considérable, et pas seulement humain. Le prix, comment voulez-vous, il faudra 15 ans pour pouvoir revivre dans Gaza. Les sols ne sont plus exploitables. On peut plus rien faire pousser à Gaza. Et pour des années. C'est qui est palestinien?
qui est l'interlocuteur, en fait, au juste. C'est encore une fois, c'est le symptôme d'une crise vraiment au-delà d'une crise géopolitique, qui est aussi une crise des représentations qui est immense. C'est-à-dire que on ne pose même plus la question de ce que veulent les Palestiniens, quelle est la voix palestinienne, quels sont les désirs des Palestiniens. On ne pose pas la question. 2, on en fait clairement l'économie en affirmant que un pays extérieur décide, comme toujours au Moyen-Orient en réalité, c'est pas du tout surprenant, mais la logique de l'autodétermination des peuples en prend un coup quand même, il faut le dire, c'est un président américain. Alors ça, honnêtement, des témoignages que je peux recevoir dans ma pratique littéraire, mais même dans mes recherches historiques, qu'un Palestinien aujourd'hui se dise qu'un président américain déclare un cessez-le-feu sans sourciller, c'est invraisemblable. L'histoire fait que toute intervention américaine pour un Palestinien est nécessairement synonymique d'une menace possible. Et je voudrais juste rajouter... C'est-à-dire que quand vous entendez conférence à New York, accord sous l'égide du Qatar, de l'Égypte et des Américains, vous dites tous sont les Palestiniens. Bah oui, en fait, un accord entre qui et qui, je veux dire. Et la dernière chose que je voulais ajouter aussi, c'est que, en fait, c'est quand même très comique de considérer que, on signe aujourd'hui un accord avec un pays ou un territoire qui est totalement à plat. Je veux dire, en quelle force de négociation peut avoir la Palestine dans une situation comme celle-là? Premier élément. Et deuxième élément, qui est, je pense, tout aussi important, c'est que la guerre, le principe même d'une victoire, c'est affirmer, poser ce mot-là ici, c'est impossible. Je veux dire, l'objectif déclaré de Netanyahou dès le 7 octobre, c'était d'éradiquer le Hamas. C'était pas d'affaiblir le Hamas. Et c'est ce qui a fait que le conflit aussi a duré, c'est que... Parce que vous dites, on n'éradique pas le Hamas. Oui, en fait, moi, j'ai le malheur, je m'en satisfais pas du tout, mais dès que j'avais été invité le 7 octobre, le premier truc que j'ai dit, c'était que plus on tuait des gens du Hamas, plus on courait le risque que le Hamas recrute. Parce que naturellement, en fait, je veux dire, à tort, mais un enfant qui voit son père tué par des tirs israéliens, et si son père fait partie du Hamas, il va s'engager pour le Hamas. C'est malheureux, mais la logique jusqu'au boutiste de Netanyahou, qui consistait à vraiment affirmer, c'est pas juste l'extrême droite israélienne, pardon de le dire, c'était une position gouvernementale, qui était d'affirmer que le conflit ne cesserait qu'avec l'éradication du Hamas, c'est ce qui a conduit à ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de vainqueur. Bon, c'est vrai que moi aussi, je suis assez choqué, pas seulement sur le plan moral d'entendre parler de victoire militaire, mais sur le plan de l'analyse. Je suis certain, et je pense que si on se reparle dans quelques années, moins d'une dizaine d'années, je suis certain que ce qui s'est passé depuis 15 mois est une défaite morale pour Israël, est une défaite politique. Le soutien à Israël s'est effondré dans le monde occidental, s'est effondré y compris aux États-Unis, s'est effondré en particulier dans les jeunes générations, et ça va finir par avoir des effets, parce que les personnes âgées, elles meurent. Et donc, c'est les jeunes générations qui seront aux commandes dans quelques temps. Le Sud global, ce qu'on appelle le Sud global, qui est quand même de plus en plus puissant. Donc, je suis persuadé que c'est une défaite morale, que c'est une défaite politique. Je suis persuadé aussi que c'est pas tant que ça une victoire militaire. Bien sûr que c'est une victoire tactique. Bien sûr que le Hamas est affaibli. Mais moi, je ne pense pas que c'est 17 000 combattants du Hamas qui sont recrutés. Je pense que c'est des dizaines de milliers de combattants du Hamas qui sont recrutés. On lit aussi que le Hamas est passé maître dans la récupération des munitions non explosées israéliennes. Mais c'est des centaines de milliers de munitions. Parce que vous avez dit, ce qui sert à faire la guerre, c'est l'esprit de sacrifice des Israéliens. Pardon, non, mais ce qui sert à faire la guerre, c'est les bombes américaines. Je pense que vous êtes tellement éloigné du rapport de force que c'est triste pour les Palestiniens, parce qu'on en est encore au même moment. Vous savez avec quoi le Hamas fait des munitions. Il le fait avec du matériel de plomberie. Vous imaginez, avec les centaines de milliers de tonnes de bombes qui sont tombées et dont certaines sont pas explosées. Tellement éloigné du rapport de force que je ne sais pas. Ce que je veux rappeler, j'ai pas terminé. Parce que d'avoir entendu aussi à nouveau Dresde, Hiroshima. Je n'ai pas dit Hiroshima, vous l'avez dit là. Vous avez dit Tokyo après Pearl Harbor. Ok, Japon, Dresde.
C'est des choses qu'on a entendues dans la bouche de l'extrême droite israélienne juste après le 7 octobre. Ah mais j'ai justement dit que ce n'était pas le cas. Ouais, mais pour le coup, 65 000 morts, parce que le dernier article du Lancet dit au moins 65 000 morts, plus de 100 000 blessés amputés. Ça fait 200 000 personnes dans la bande de Gaza qui sont tuées ou blessées ou amputées. C'est-à-dire un habitant sur 10, dont 2 tiers de femmes et enfants. Non, vous dites ça. Ah, dont 2 tiers de femmes et enfants. Vous dites ça. Dont 2 tiers de femmes et enfants. Si, vous pouvez le répéter jusqu'à demain. Mais même les chiffres de l'armée israélienne disent 17 000. Il n'y a pas de chiffres. D'accord. Ça, c'est toujours les mêmes. 17 000 combattants sur 47 000, ça fait combien 17 000 sur 47 000, ça fait combien La réalité de cette conversation, c'est que vous n'avez pas ces chiffres. Donc c'est toujours les mêmes conversations. Je prends les chiffres de l'armée israélienne. Non, vous ne prenez aucun chiffre. L'armée israélienne a juste dit à un moment donné. Mais Noamana, vous dites vous aussi que dans ce type de victimes, et je dis aussi que toute l'hypocrisie est là. C'est-à-dire qu'on est en train... Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que... Alors vous aimez les rapports, les règles de 3. On est en train de dire qu'il y a eu un tiers, même en prenant vos chiffres, un tiers des victimes qu'il y a eu pendant la guerre civile au Liban. Ok. On est en train de dire qu'il y a eu 10% des victimes de la guerre civile en Syrie. 10% de la population qui a été tuée, blessée ou amputée. Vous êtes en train de le dire, mais c'est pas vrai. Personnes. Donc ce que je dis, moi, simplement, c'est que effectivement, il y a des actes qui ont des conséquences. Vous avez entendu que les débats restent vifs encore entre défenseurs des Palestiniens et défenseurs des Israéliens sur les plateaux de télévision, comme ici sur le plateau de C'est ce soir de France 5. L'historien Vincent Lemire, professeur à l'université Gustave Eiffel, auteur de la bande dessinée best-seller Histoire de Jérusalem, publiée aux éditions Les Arènes, et également co-auteur du livre Israël-Palestine, anatomie d'un conflit avec Thomas Segaroff aux éditions Les Arènes aussi, essayait de donner une explication factuelle au conflit entre le gouvernement israélien et les Palestiniens, pendant que Noam Ohana, réserviste de Tsahal, ancien des forces spéciales israéliennes, lui répondait. Alors c'est à nouveau l'écrivain franco-libanais Jad Hilal qui a repris la parole. Jad Hilal et puis Alexandre Schwarzbord après. Notre conversation, elle est très intéressante parce que je pense qu'elle est symptomatique d'un point clé dans la manière dont on peut envisager l'après aussi. C'est-à-dire que l'échange qu'il y a eu là entre vos deux points, entre Noam Ohana et Vincent Lemire, il révèle aussi un problème de fond qui est que c'est tout à fait vrai d'estimer qu'on est à un point cardinal et qu'il y a un espoir possible. En revanche, ce qui est certain, c'est que s'il n'y a pas une reconnaissance mutuelle, ça ne peut pas se produire. On ne peut pas construire un après si, du côté israélien notamment, parce que j'insiste, ça n'est pas un conflit proportionnel. Pas du côté palestinien. On a pas palestinien, Vincent Lemire. C'est ça que je le rappelle. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 65 000 morts. Voilà. Bon, c'est quand même une réalité indébattable pour moi. Voilà. Donc de ce point de vue-là, c'est débattable. Le nombre de morts, on va le dire. En tout cas, il y a plus de morts palestiniens. Ah oui, beaucoup. Non, mais si la position est de dire, on rappelle juste les chiffres pour ceux qui nous regardent, parce qu'évidemment, donc il y a les chiffres donnés par le ministère de la Santé du Hamas qui ne sont pas contestés par les Nations Unies. Je précise juste ça, c'est 47 000 morts environ, et une étude de la revue, puis dans la revue de Lancet, estime que en réalité, on serait plus proche de 65 000 que de 47 000. 64 000, un peu plus. Voilà, bon, bref. Donc le sujet, il est là, c'est-à-dire que si on en vient encore maintenant à nuancer en fait l'impact de la guerre, et je sais même pas si on peut parler de guerre en réalité. Hein. Moi, c'est un terme que j'utiliserai pas aussi aisément qu'il peut l'être. On en vient encore à nuancer l'impact de ce qui s'est produit ces derniers mois. On n'est pas du tout prêt en fait à l'après. Mais alors, parce que je termine juste, je voulais juste terminer mon point. Écoutez-vous, on a encore un peu de temps, ne vous inquiétez pas. Je voudrais juste dire que pour envisager l'après, il faut pas simplement décréter un cessez-le-feu et une paix. Il faut aussi reconnaître ce qui s'est passé, ne serait-ce que pour que les gens puissent faire le deuil et savoir concrètement que ce qu'ils ont vécu, ça n'est pas un fantasme, c'est une réalité historique, pour pouvoir ensuite progresser. Mais ça veut donc dire, quand vous disiez de part et d'autre, ça veut dire que côté palestinien, on reconnaisse que le 7 octobre a été un acte de guerre, peut-être un crime contre l'humanité, etc., et que de côté israélien, la même chose. Ça veut dire punir les coupables, pour moi. Ouais, aussi. Ça veut dire. J'ai cru au mois de septembre que Yahya Sinwar et Benjamin Netanyahu étaient complices solidaires dans des crimes de guerre. Tout à fait. Il y en a un qui est mort,
Et il y a d'autres dirigeants du Hamas qui sont morts. Et on a Benjamin Netanyahu qui est toujours chef du gouvernement. Donc ça veut dire qu'il faut punir les coupables par le droit, si possible, pas par des assassinats extrajudiciaires. Je ne suis pas du tout en train d'appeler un assassinat extrajudiciaire du Premier ministre israélien, rassurez-vous. Par le droit. Par le droit, et si possible par le droit international. Tout à l'heure. Non, il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé ici, ce soir, c'est le mot Cisjordanie, parce qu'on est tous focalisés sur Gaza, à juste titre. Parce que pour toutes les raisons que l'on vient de dire, mais il se passe en ce moment en Cisjordanie des trucs terribles. La Cisjordanie est bouffée par, j'allais dire grignotée, mais non, le mot n'est pas assez fort. Par la colonisation, par les colons, qui n'ont aucune intention de s'arrêter là et qui entendent bien mettre la main sur l'ensemble du territoire. Et les Palestiniens en Cisjordanie vivent des choses absolument effroyables. Donc ça, on n'en parle pas, par exemple. Les colons, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que, certes, l'avenir de Gaza, c'est hyper important, on en a tous parlé, mais qu'est-ce qui va se passer pour la Cisjordanie? Les colons, on ne va pas les effacer comme ça d'un revers de plume de la Manche. Ils sont toujours là, ils sont forts, ils sont puissants, et ils ne comptent pas désarmer. On leur a distribué 250 000 ports d'armes depuis le 7 octobre. Mais bien sûr. Et c'est pas Trump et c'est pas Donald Trump qui va affaiblir les colons. Oui, et justement pour rajouter un petit élément, le prochain ambassadeur des États-Unis en Israël, nommé par Donald Trump, Mike Huckabee, je le cite. Alors c'était en 2017, mais a priori il n'a pas changé de ligne. La Cisjordanie n'existe pas, c'est la Judée-Samarie. Donc ça c'est la terminologie utilisée par l'extrême droite israélienne. Il n'y a pas d'occupation, c'est une terre habitée par le peuple juif depuis 3500 ans. Donc son arrivée en tant qu'ambassadeur à Jérusalem, elle est aussi inquiétante de ce point de vue-là. لنا الله في كل حزن وهم غزات إن بدمع ودم لنا الله رغم ليالي العناء وهول المآسي وحجم الألم لنا الله عند أنين الجراح وفقد الشهيد بساح الكفاح لنا الله عند أنين الجراح وفقد الشهيد بساح الكفاح لنا الله في كل وقت وحين فمن عتم الليل يأتي الصباح لنا الله في كل وقت وحين فمن عتم الليل يأتي الصباح لنا الله سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre une chanson pour Gaza du musicien Mohammad Assaf. Mohammad Assaf qui a été nommé en 2013 ambassadeur de bonne volonté pour la paix par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, office plus connu sous le terme de UNRWA. Comme vous le savez, cet office, qui est indispensable à la survie des Palestiniens, a été condamné à disparaître par le gouvernement israélien. Cette interdiction participe, bien sûr, des actions de guerre contre Gaza et compromet, bien sûr, le retour à la vie normale après le cessez-le-feu. Le parti Les Écologistes a envoyé une délégation sur place pour enquêter et a rendu compte de son travail le 19 janvier 2025 dans un webinaire. Alors je vais vous faire écouter une partie de ce webinaire. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, a expliqué les raisons de ce déplacement, et Raymonde Poncet-Monge, sénatrice du Rhône, qui faisait partie, elle, de la délégation, explique ensuite pourquoi Israël s'est toujours opposé à l'UNRWA. Alors nous les écoutons. Tout a commencé par un coup de fil, comme souvent, sur le sujet de Raymonde Poncet, qui m'avait appelé en m'alertant sur cette loi abjecte qui avait été votée par la Knesset, qui disait que l'UNRWA, donc c'est cet office de l'ONU qui existe depuis 75 ans, qui gère 770 centres de santé, qui gère la scolarité de 350 000 enfants, qui gère 58 centres de camps de réfugiés. Et donc dépendent en réalité la vie et la survie de beaucoup de Palestiniens. Donc voilà, c'est comme ça depuis 75 ans, ils gèrent les réfugiés palestiniens au Proche-Orient. Et donc la Knesset vous voyez que c'est un peu l'escalade là-bas, a voté un texte pour dire en fait, à partir de dans 90 jours, l'UNRWA sera interdite sur le territoire et devra partir. Donc vous voyez bien que c'est la vie d'à peu près 1 million de Palestiniens qui est en jeu avec ce texte, ont estimé les orgas. Et en fait, il faut savoir que l'UNRWA sert aussi de support à toutes les ONG qui interviennent sur place, en fait, dont Médecins sans frontières, etc., qui disent sans l'UNRWA, nous, on ne saura pas faire. Donc ça, c'est ce que Raymonde m'explique à l'époque. Et donc, on décide d'organiser une mission en lien, évidemment, avec l'ambassade, avec nos contacts sur place, pour aller sur place, assurer notre soutien à celles et ceux qui se battent, et puis essayer de faire un peu caisse de résonance en France. Et donc, je remercie beaucoup Jean-Claude, Jean-Louis, Marie, Guillaume et Sophie qui, tout de suite, ont été très motivés par le projet et ont accepté de partir quelques jours début janvier, ce qui est toujours compliqué. Il faut jongler entre les vœux en circo, le travail parlementaire, la famille, toutes les occupations qu'on a. Et voilà, je les en remercie beaucoup. Vous avez sûrement, évidemment, entendu qu'entre-temps, il y avait le cessez-le-feu en cours à Gaza, concernant Gaza, avec des libérations d'otages, libérations de prisonniers et puis l'arrêt du conflit armé, on ne sait pas pour combien de temps, mais voilà. Donc c'était une vraie joie, une vraie espérance, même s'il y a aussi beaucoup d'incertitudes autour de ces cessez-le-feu. Mais il ne faut pas, pour autant détourner le regard de la Cisjordanie. On voit que Tsahal est en train d'envoyer beaucoup de monde dans le coin et ça laisse présager rien de bon. Donc vous savez que les écologistes ont toujours été mobilisés depuis, j'allais dire des années, mais je crois que je peux même dire depuis des décennies sur ce conflit et sur la solidarité avec les Palestiniens, que ce soit au niveau national avec tous nos élus, le mouvement évidemment, la commission transnationale qui est un pilier en fait sur le sujet. Et puis, je dois vous dire aussi, parce que je pense que c'est une vraie singularité par rapport à d'autres mouvements, qu'on le fait du national au local, qu'on est tous investis évidemment dans toutes les branches de la FPS, etc., dans plein d'assauts, mais que nos élus, souvent, je dois le dire pour être tout à fait honnête, avec les élus communistes, ont été les précurseurs de la coopération aussi avec des camps de réfugiés. Chez la ville de Besançon notamment est jumelée par exemple avec un camp de réfugiés. Donc nos villes sont actrices et nos adjoints depuis très longtemps, avant qu'on ait toutes ces grandes villes écolos, ont souvent été en charge de ce sujet, faire des déplacements, faire de la solidarité, faire des échanges scolaires, envoyer des médicaments, de l'eau, faire un soutien moral et psychologique aussi, ce qui compte beaucoup. Et puis, on se rappelle aussi, moi j'étais jeune militante à l'époque, ça m'a beaucoup marqué parce que ma députée européenne était Hélène Flotre dans la région Grand Nord-Est, là. Et il y avait l'histoire de la flottille de la paix aussi avec Guillaume Durand, avec Jérôme Glaise, avec Hélène Flotre qui avait essayé de s'approcher au plus près aussi de la bande de Gaza par la mer pour les ravitailler. Donc voilà, longue histoire de solidarité entre les écologistes et la Palestine qui va continuer évidemment pendant des années, parce que c'est quand même parti pour durer, qu'ils en auront toujours besoin et que tant qu'ils en auront besoin, nous on sera là. Alors, qu'est-ce que l'UNRWA ?
hein. L'UNRWA, effectivement, a été créée par l'Assemblée générale de l'ONU, donc c'est une agence onusienne. C'est très important de savoir que c'est une agence onusienne, parce que donc elle bénéficie d'un statut de protection de ses employés et de ses installations, une obligation pour Israël de respecter le droit international, donc qui a créé cette agence onusienne, et de respecter le statut spécifique. Alors elle a été créée, pourquoi? Elle a été créée en 49, donc c'est après la Nakba, je vais y arriver, la Nakba, hein, c'est-à-dire ce que les Palestiniens appellent la grande catastrophe, et qui est le fait que Israël, en créant son État, suite à cette création, a rasé un certain nombre de villages palestiniens et a provoqué l'exil, le déplacement forcé de centaines de milliers de Palestiniens, qui sont devenus des réfugiés. Hein. Et donc, l'agence de l'ONU crée donc l'UNRWA, tout d'abord, et c'est certainement ce que vous connaissez de l'UNRWA, pour sa mission de protection, hein, d'assistance à ces réfugiés palestiniens. Et de façon très large, vous devez le savoir, c'est elle qui assurera l'éducation, la santé primaire, etc., dans les camps de réfugiés, dans les camps où partout, hein, où sont les réfugiés. Ils ne sont pas uniquement dans les camps, puisque les camps ont un espace délimité, que depuis, les réfugiés ont été multipliés par 4. Mais ce n'est pas que ça, l'UNRWA. C'est pas cette mission simplement humanitaire, c'est un statut particulier de réfugiés palestiniens. Les réfugiés palestiniens, vous voyez, l'UNRWA a été créée avant le Haut Comité des réfugiés. Elle a été créée 1 an ou presque 2 ans avant. C'est parce que effectivement, avec ça, il y a des droits politiques qui ont été. Ces réfugiés palestiniens ont des droits politiques, dont celui qui est le plus connu, qui porte le plus polémique, qui est le droit au retour. Hein, la Nakba n'est pas reconnue par le droit international, et donc l'UNRWA aussi, en quelque sorte, porte les droits politiques et aussi le respect des droits humains, quoi, hein, des réfugiés, et elle symbolise, elle incarne donc le droit au retour. C'est-à-dire que l'UNRWA est une des clés importantes de la question palestinienne. Et c'est pas pour rien que la cause palestinienne a toujours été liée à l'UNRWA. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'attaque contre l'UNRWA, parce qu'elle incarne et elle symbolise ces droits politiques des réfugiés palestiniens, dont, vous voyez, par rapport à un réfugié normal, le réfugié palestinien, le statut de réfugié palestinien se transmet de génération en génération. Et c'est bien l'UNRWA qui tient le registre des réfugiés. Et donc, ce droit au retour est transmis. Vous voyez, c'est pas comme le Haut Comité aux réfugiés. Vous voyez bien la différence de ce statut par rapport à simplement à être un réfugié après Et donc, ce statut est transmis, et donc l'UNRWA tient d'ailleurs les archives à tel point qu'on leur a demandé si, avec Gaza, ils avaient pu sauvegarder les archives. Ils ont dit que oui, ils n'ont pas sauvegardé les photos, mais ils ont sauvegardé, et ces registres sont tenus par l'UNRWA en Jordanie. Donc vous voyez bien que bien avant le 7 octobre, et notamment en 2018, les États-Unis arrêtent leurs subventions au moment où la loi fondamentale de l'État d'Israël, nation du peuple juif, et du déplacement de l'ambassade de Tel Aviv américaine à Jérusalem. Dans le même temps, vous voyez, il n'y a pas eu le 7 octobre, on est en 2018, et les États-Unis asphyxient, arrêtent, c'est un des plus grands contributeurs, les contributions sont volontaires, arrêtent les contributions. Et donc asphyxie un peu l'UNRWA, et la première fois qu'au Sénat, avec Guillaume, tout ça, nous avons rencontré l'UNRWA, c'est à ce moment-là, parce qu'elle vit un effet ciseau, elle a de plus en plus de réfugiés,
puisque de fait c'est transmis de génération en génération, et de moins en moins de subventions. Donc c'est cet étranglement financier qui est notre premier contact. Alors les lois maintenant. Les lois marines, on en a parlé. Effectivement, ça parachève ce qui est en train de se passer en Palestine. C'est-à-dire que la dernière chose qui résiste, c'est cette agence onusienne qui vient redire que le réfugié palestinien a des droits et des droits politiques. Alors donc, c'est l'interdiction sur Israël de leur activité. Et là, on pense bien sûr, c'est le principal, ça a été dit, acteur humanitaire. Donc, qu'est-ce que vont être les 600 camions pendant la trêve livrés à Gaza si on n'a pas la logistique et toute la connaissance depuis que la Nakba de l'UNRWA. C'est franchement impossible, c'est inapplicable. Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et la deuxième loi est encore plus importante puisqu'il y a deux lois. C'est une loi qui interdit désormais aux autorités militaires israéliennes et aux autorités civiles israéliennes toute coordination et contact avec l'UNRWA. L'UNRWA est décrété organisme terroriste et à partir de là, tous les contacts civils ou militaires, par cette loi de la Knesset, sont strictement interdits puisque pour Israël, c'est une agence terroriste. Alors vous savez qu'ils ont accusé de 7 à 13 employés de l'UNRWA d'avoir participé au 7 octobre. Je rappelle qu'il y a 13 000 employés à Gaza de l'UNRWA. Ces employés sont des Palestiniens, des réfugiés palestiniens, c'est ça les employés. Il y a eu une enquête de l'ONU faite par Colonna, notre ancienne ministre des Affaires étrangères, qui ont dit qu'il y avait aucune matérialité, aucune preuve. Vous savez, le droit, c'est la preuve. Il n'y a pas de droit sans preuve. Que le dossier d'Israël était vide. Et donc, voilà. La France, tout de suite, a suspendu ses subventions et ils l'ont repris quand Colonna a dit que c'était... voilà. Donc... et je vais peut-être m'arrêter là. Donc, on voit bien que c'est une entreprise ancienne qui maintenant est terroriste et antisémite. Tous ceux qui s'opposent à la politique d'Israël. Et il est vrai que l'UNRWA ne s'oppose pas. C'est pas une force politique, mais par contre, elle documente les violations du droit dans les camps de réfugiés, quand l'armée rentre, et on a quelques exemples, quelques témoignages de ce point de vue, rentre, fait ce qu'elle veut, ressort, etc. L'UNRWA documente. Et c'est aussi ce rôle de témoin dans les camps et sur les réfugiés qui est insupportable, tout comme on ne permet pas les journalistes à Gaza, tout comme on les cible plutôt qu'on les protège à Gaza, eh bien l'UNRWA devient et dans quand il y a un génocide, vraiment l'UNRWA c'est la dernière touche, le dernier acte génocidaire qu'on peut faire, puisque c'est un effondrement humanitaire si l'UNRWA peut pas venir. Et de plus, ça pose des problèmes de sécurité, y compris pour Israël. Mais on y est allé en se disant, mais ça, c'est inapplicable. Et de fait, c'est en cours d'application. Ça, c'est peut-être aussi ce qu'a servi ce voyage, c'est-à-dire que nous sommes allés au siège de l'UNRWA qui est à Jérusalem-Est, qui a un véritable projet de colonie. Donc le siège de l'UNRWA va être réquisitionné puisque son activité sera interdite. Il va y avoir 1440 logements de colons à la place. Donc vous voyez bien que dans tout ça, et quand même, au cœur de tout ça, il y a la politique de colonisation, de peuplement. Et on leur a déjà dit, les 200 lignes téléphoniques seront coupées le 29 janvier. Vos véhicules ne seront plus assurés. Les banques bloquent déjà l'argent qui leur revient, y compris de récupération de la TVA. Donc, faut pas croire que c'est tellement incroyable qu'ils attaquent l'UNRWA. Il y a une protestation internationale, y compris de la France. Tout le monde proteste. Et il y a même la Norvège qui va plus loin, puisqu'elle fait une action judiciaire auprès de la CPI contre ces deux lois de la Knesset, ces deux lois scélérates. Mais il n'en reste pas moins
que c'est en cours et que dès aujourd'hui, les employés, ce qu'il faut bien voir, et je termine là-dessus, c'est que le statut de réfugié palestinien est donc le garant de ce statut est visé, et donc c'est ça qui veut mais aussi le statut des employés de l'UNRWA, qui sont d'ailleurs souvent des Palestiniens, mais quand ils sont des internationaux, ils n'ont plus de visa, et quand c'est des Palestiniens, ils pourront plus se déplacer de Cisjordanie à Jérusalem-Est, puisqu'ils étaient protégés par le statut d'employé de l'UNRWA. Ils ne pouvaient pas être fouillés, ils ne pouvaient pas... Voilà. Et ça veut dire que du jour au lendemain, le 29 juillet, les 12 000 employés à Gaza et tous ceux de Cisjordanie redeviendront des Palestiniens ordinaires, c'est-à-dire soumis à l'arbitraire total de l'armée israélienne, dans les chèques-pointes, etc. Et donc, il y a vraiment urgence, et c'est ce compte à rebours. On a voulu y aller parce que le compte à rebours était lancé, et aussi pour que notre plaidoyer, une fois revenu en France, puisse s'appuyer. Et là, je vais laisser mes camarades donner aussi leur ressenti sur ce qu'on a vu, entendu, avec les responsables de l'UNRWA, bien sûr, mais aussi les organisations, des ONG palestiniennes et israéliennes. La délégation des élus écologistes français qui s'est rendue en Palestine au mois de janvier 2025 pour évaluer les conséquences de la suppression des activités de l'UNRWA auprès des réfugiés palestiniens a rendu compte de sa mission dans un webinaire que vous pouvez d'ailleurs écouter sur le site des écologistes. Les conséquences de cette suppression risquent d'être encore plus graves dans la bande de Gaza qui a été entièrement détruite par l'armée israélienne. Raymonde Poncet-Monge, sénatrice du Rhône, qui faisait partie de la délégation, nous en parle. À Gaza, 80%, c'est des réfugiés des villages qui ont été chassés des villages. Et comme ils disent, n'importe quel juif dans le monde peut venir dans ces villages, habiter dans ces villages, et nous, on est à 5-10 kilomètres, et nous, on n'a pas le droit de retourner à ces villages.
Mais si je dis ça par rapport à l'impact, c'est que l'UNRWA ne servait jusqu'à présent que 80%, les réfugiés. Hein. C'est vraiment l'organisation des réfugiés. Et comme elle dit, maintenant on sert tout le monde. Quand la famine est utilisée comme arme de guerre, qui est une violation, vous savez, à chaque fois qu'on parle, on devrait dire que c'est une violation du droit international. Et vous savez que la guerre a des règles. Et oui, ça peut paraître quand même assez bizarre de dire les règles de la guerre, mais si. Il y a, depuis après la Seconde Guerre mondiale et aussi pour le génocide, le droit international s'est construit sur ça. Et il y a des règles humanitaires, ça c'est le droit international humanitaire, qui interdit la famine comme arme de guerre. Bon, je pense que j'apprends à personne que la famine est utilisée, et toujours aujourd'hui, hein, parce que quand on ouvre pour 600 camions, il faut dire que c'était 600 camions avant le 7 octobre. Hein, et donc là, bon, c'est très bien. Hein, il nous a été dit, tiens, quelque chose d'intéressant, parce que là, je fais des digressions, mais que depuis 14 ou 15 mois de guerre, par rapport aux camions qui étaient livrés avant, les 500 qui étaient livrés journaliers pour simplement faire face au blocus, hein, le blocus qui est devenu un siège, seulement depuis 14 mois, 10%. Ils ont rentré 10% des camions qui... c'est 227 000, je crois, contre 270 000 qui auraient dû être livrés. Donc l'UNRWA aujourd'hui livre tout le monde. Elle dit pas, non, toi t'es pas réfugié, donc t'es pas dans les services de l'UNRWA. Donc ça a été une première conséquence, c'est que c'est un peu distendu, vous voyez. Alors c'est pas le cas en Cisjordanie, c'est une conséquence à Gaza. Mais c'est vrai que les besoins ont complètement explosé. Et c'est vrai que c'est plutôt demain. C'est-à-dire quelqu'un posait la question, c'est bien à partir du 29, donc c'est dans une poignée de jours. Il faut savoir que, par exemple, une des conséquences, c'est plutôt une conséquence de la loi, pas une conséquence de la guerre, c'est que l'UNRWA bénéficiait d'une fiscalité particulière, hein, qui interdisait de prendre des taxes sur quand même des services internationaux. Hein, et donc la loi va interdire ce qu'ils appelaient des privilèges et cette fiscalité, ce qui fait que les prix alimentaires, notamment, puisque c'est beaucoup une aide alimentaire, mais aussi l'aide qu'ils continueront à faire pour les services d'éducation et de santé, vont complètement exploser. Et je dirais, vous voyez, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on n'est pas foutu en Europe de suspendre l'accord de coopération Europe-Israël, dont un des principes, alors déjà, une des conditions, l'article 2, c'est de respecter le droit international, et des droits humains surtout, de respecter les droits humains. Mais nous, on va continuer à avoir avec cet accord une fiscalité très favorable à Israël, parce que c'est ça la conséquence concrète. Et donc eux, ils vont taxer l'UNRWA à l'intérieur, les services internationaux à l'intérieur. Ils vont comme ça faire exploser comme ça le prix et donc réduire forcément les quantités. Et nous, toujours en Europe, on va appliquer un accord de coopération. Alors ça, c'est qu'une manifestation de ce qui a été pointé par tout le monde, le double standard. C'est vrai que ça nous a pas trop étonnés, mais ça revient de partout. Une colère contre le double standard. Mais vraiment, une colère qui s'adresse y compris à nous. Hein. C'est-à-dire que les organisations, les ONG qui s'occupent des droits humains, etc., commencent toujours par être en colère, quoi. En colère, non pas qu'on soit incapable de mettre en place les pressions qui arrête le massacre. Et paradoxalement, ils sont en colère, mais je crois que c'est Guillaume qui l'a dit, ils montrent bien comment les pressions internes se sont effondrées. Hein, il n'y a plus les Israéliens. Il nous disait par exemple le fait que les contacts des autorités civiles et militaires vont être interdites avec l'UNRWA va poser des problèmes où avant les gens des autorités israéliennes civiles ou militaires alertaient sur les problèmes de sécurité qui allaient en résulter. Mais là, avec le 7 octobre, ça a tellement
ils continuent autour du 7 octobre de pas remettre en question, et tant pis pour les questions sécuritaires, ils savent pas quelles vont être les conséquences, parce que ce qui a été marquant aussi, c'est que personne voit comment ça va se réaliser et les questions que ça va poser. Donc, pour en revenir à les effets, les faits, c'est justement d'avoir, moi je le mets bien comme dernière étape, c'est-à-dire que il ne leur manque plus dans le nettoyage ethnique très important, le génocide à Gaza et le nettoyage ethnique a tué ce que disait l'avenir en disant il n'y aura pas de droit du retour, il n'y a plus l'UNRWA, etc. Et en même temps, colère contre ça, colère contre notre impuissance, parce que cette impuissance, elle peut être levée, et en même temps, attente très forte, attente auprès de nous. Et ils nous ont, et je vais peut-être finir là-dessus pour laisser les autres parler, mais il faut savoir que on est impuissant, mais que c'est la première délégation qui se déplace depuis le 7 octobre. Et que vraiment, cette délégation, ça a apporté un effet de solidarité, de soutien, parce qu'ils ont pu parler, ils ont pu dire, et quand on dit de parler, vous voyez, ils nous ont remerciés, nous, parti écologiste de France, pas d'Allemagne, vous vous en doutez, d'employer les mots justes. Ils disent la première action que vous pouvez faire, c'est de venez à Gaza, soyez les témoins des témoins, comme on dit, et surtout employer les mots justes. Ce qui se passe, c'est un génocide. C'est qualifié par le droit international, par la CPI, par la CIJ, donc c'est un génocide. Arrêtez de dire, bon, mais ça c'est plus difficile, que les prisonniers palestiniens sont des prisonniers. C'est pas des prisonniers de guerre. Ça aussi, ça a un statut international. Quand on rafle tous les hommes, des milliers d'hommes, notamment dans les hôpitaux qui ont été cernés, qu'on prend tous les soignants, y compris son directeur, le pédiatre, etc., ce sont des otages. Il faut dire otages. Vous voyez, ça peut paraître... mais ils ont quand même une analyse... ça aussi, c'est des moyens de pression. Ne pas poser la sémantique. Nous avons été un des premiers, avec le Parti communiste, je sais pas, à employer génocide en cours. Mais c'est pas un détail. Enfin, pour eux, c'est pas un détail. Et d'abord parce que ça relie au droit international. Et effectivement, le droit international qui est bafoué par Israël. J'ai vu une question qui disait, mais le mur, c'est pour protéger des attaques palestiniennes. Si c'était ça, le mur, ils suivraient la ligne verte, vous voyez. Ils veulent faire un mur pour se protéger. Si c'était le droit de se protéger, ou le droit de se défendre, comme on dit aujourd'hui, le mur, ils n'avaient qu'à suivre la frontière de la ligne verte. Voilà. C'est pas le cas, vous le savez. Le mur, il suit les ressources en eau, il suit les ressources en terre fertile, il zigzague, il fait ce qu'il veut, il va comme il veut, et il traverse le territoire palestinien. À gauche et à droite du mur, il y a des terres, on y met des routes, Jean-Louis en a parlé, des routes pour les Palestiniens et les touristes, mais eux, ils doivent faire 2 heures de détour pour aller à leur terre, etc. Donc, et ça, c'est une politique de colonisation. Alors, ce qu'on peut faire, oui, c'est employer les mots justes. Ça commence par ça, parce que quand on emploie les mots justes, on est déjà plus propice à agir. Et puis, ils nous ont dit, on est en colère, mais on est quand même en forte attente vis-à-vis de vous. Et nous, on a dû les rassurer en disant, vous savez, le droit international, il y a eu quand même la CIJ, c'est pas un petit détail. Il y a eu la CPI avec les mandats d'arrêt, c'est pas un détail, c'est des mois de pression qui ont été faits sur les juges. En 3 semaines, l'Ukraine a eu les mandats d'arrêt contre Poutine. En 3 semaines. Là, c'est des mois. Mais en attendant, c'est un tournant historique que ça soit pris. Et ça vient contester ce qui est le verrou aussi de la mobilisation, qui est l'impunité d'Israël. Israël, on ne peut pas attaquer Israël. Vu ce que le peuple juif a subi, on ne peut pas attaquer Israël. Et ça, c'est malmené quand même, mais c'est un verrou. L'impunité, il faut dire qu'il faut mettre fin à l'impunité en mots et en actes d'Israël.
Dans son éditorial du site Orient 21, intitulé « Cessez-le-feu à Gaza, un soulagement et beaucoup d'interrogations », Alain Grèche écrit « Ces 15 mois de massacre ont été possibles non seulement par le soutien de Biden, mais aussi par celui de nombre de pays occidentaux et européens, dont la France, qui se sont gardés de prendre la moindre sanction contre le risque de génocide, dénoncé par la Cour internationale de justice. Paris a été, avec Berlin, l'une des capitales qui a le plus criminalisé, non pas, entre guillemets, les soutiens du génocide, qui paradent sur les chaînes d'information continue, mais ceux qui s'opposent à l'écrasement de tout un peuple. Alors que la Cour internationale a inculpé Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, Emmanuel Macron et son gouvernement ont laissé planer le doute sur le fait que Paris les arrêterait si l'occasion s'en présentait. Certains gestes se passent de commentaires. Et malgré les larmes de crocodile sur les pertes civiles, la France n'a pas mis un terme à la coopération militaire entre les deux pays, qui dépasse bien les ventes d'armes et comprend de nombreux composants à double usage utilisés par la technologie de la guerre israélienne. Et voici aussi ce que déclare Ronnie Broman, ex-président de Médecins sans frontières, sur la chaîne de Frank Barat. Toi, tu avais signé déjà en 2002 un texte collectif dans Le Monde qui disait, le titre était « Soutenir Israël, pas en notre nom ». On comprend en notre nom en tant que juifs du monde entier. Ça fait 23 ans, ce texte. Pour toi, aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, pour toi, il est important, en tant que juif, de dire « pas en notre nom ». On a vu aux États-Unis Jewish Voices for Peace, not in our name. Pourquoi c'est quelque part, désolé, je pense à autre chose, quelque part, il y a quelques semaines, je parlais de Gaza avec des amis, et on m'a dit attention, parle pas trop fort parce que cette femme qui est à côté est juive. Et ma réponse a été mais encore plus. On devrait, en tant que juive, encore plus, elle devrait s'emparer de ce sujet et dire pas en notre nom. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Et à quel point c'est dangereux aussi, en fait, d'amalguer Israël et les Juifs? Mon point de vue n'a pas changé d'un millimètre là-dessus. Israël se présente comme l'État du peuple juif, et plus encore depuis la loi sur l'État-nation du peuple juif de 2018. Mais de toute façon, c'était plus ancien. Donc Israël se présente comme l'État-nation du peuple juif, Jérusalem, la capitale du peuple juif, le premier ministre du peuple juif, et non pas de l'État d'Israël. D'ailleurs, je retrouvais au hasard d'une lecture ces derniers jours une déclaration du président du CRIF lors du premier dîner du CRIF de la législature Macron en 2018. C'était son premier dîner du CRIF. Eh bien, le président du CRIF invoquait cette réalité, en tout cas sa réalité à lui, d'Israël comme État du peuple juif, de Jérusalem comme capitale du peuple juif, pour soutenir la question qu'il posait à Macron, à savoir la nécessité pour la France de déménager son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. La question était légitime au dîner du CRIF qui se passait en France, entre Français, pour parler théoriquement de questions de culte, de questions d'antisémitisme, éventuellement, de choses comme ça, et qui devient une question brûlante de politique étrangère, légitimée par cette supposée universalité du judaïsme israélien. C'était tout de même, et ça a suscité de protestations de nulle part. Et depuis longtemps, je pense effectivement que Israël met en danger les Juifs dans le monde. On le voit, y compris sur le territoire israélien, mais plus largement, puisque ces crimes sont commis au nom des Juifs
en général, au nom d'une supposée supériorité des Juifs, d'un droit des Juifs à faire ce que les autres n'ont pas le droit de faire, eh bien, ça ne peut que contribuer à isoler les Juifs, les chouchous de la République, ceux qui ont des droits particuliers, ceux à qui on réserve un statut singulier auquel n'a droit aucun autre peuple, aucune autre population. Donc oui, c'est catastrophique. Alors, je ne confonds pas les dangers auxquels sont exposés les Juifs du fait de ce discours et les dangers bien réels et quotidiens que subissent les Palestiniens. Il faut garder la notion d'échelle. Mais de fait, il y a quelque chose tout de même de cet ordre-là. Et je pense que le premier accomplissement d'Israël dans cette guerre de Gaza a été la création de vocations de tueurs de Juifs, au nom de la vengeance, au nom du mal qui a été fait, au nom des Juifs précisément, et qui un jour ou l'autre se disent, ces jeunes gens qui ont vu tout leur environnement disparaître, familial, social, environnemental, tout a été brisé, tout a été mis en pièces sous leurs yeux par des Juifs, au nom des Juifs, contre les Palestiniens. Il y a des esprits faibles qui vont inévitablement trouver des raisons de vivre en se fixant pour objectif de se venger. Voilà à quoi on a abouti. Et par ailleurs, les objectifs de la guerre de Netanyahou à Gaza ne sont pas atteints. Le Hamas, on le voit tous les jours, est encore bien vivant. Il a subi une défaite militaire, mais politiquement il est là, et même il a marqué des points. Puisque par exemple, l'Arabie Saoudite ne va pas rejoindre les accords d'Abraham, c'est-à-dire les accords de normalisation avec Israël, tant que les mots État palestinien n'auront pas été prononcés, et tant que quelque chose de cet ordre-là ne sera pas institué, sous la pression de sa population d'ailleurs, pas par goût personnel. MBS, le chef d'État saoudien, a confessé n'avoir aucun intérêt, aucune sympathie pour les Palestiniens, il s'en moque comme d'une guigne. En revanche, sa population, elle, ne s'en moque pas, et elle arrive à se faire entendre. Eh bien, de ce point de vue-là, donc, le gel du rapprochement saoudo-israélien, sous peine de voir, disons, conditionné, dont la levée est conditionnée par la reconnaissance d'un État palestinien, voilà une victoire politique du Hamas qui aura été, d'une certaine manière, arrachée de haute lutte et au prix d'un bain de sang effroyable. Et pour terminer notre émission sur le cessez-le-feu dans la guerre que l'armée israélienne mène à Gaza, je vais vous faire entendre ce que le journaliste Rami Abou Jamouz, qui tient un journal quotidien sur le site Orient 21, a déclaré le lundi 20 janvier 2025, soit un jour après le cessez-le-feu, sur la chaîne France 24. Rami, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment s'est passée cette première nuit sous cessez-le-feu ? Je peux dire que c'était une nuit très calme. C'est la première fois où on passe une nuit. On a dormi, moi personnellement avec ma famille, on a dormi comme des bébés. C'était une nuit très calme. Il n'y avait pas de bombes, il n'y avait pas de couleurs rouge et jaune, des bombardements. Il y avait juste les drones. Mais les drones pour nous, c'est un peu comme les cigales et les grillons de Provence. Donc on a l'habitude, ça fait partie du Seine, de la Seine. Mais en tout cas, on a bien dormi. Je suis pas le seul. Toutes les familles et presque tous les Gazaouis, ils ont passé une nuit tranquille. À part les drones, c'était une nuit très bien, et surtout c'était un soulagement. C'est la première fois où on dort profondément depuis 15 mois. Est-ce que vous avez déjà vu, du fait de cette accalmie, des déplacés qui reviennent chez eux ? Bien sûr, ça a commencé depuis hier, même avant le cessez-le-feu, avant 11h15 hors de Gaza. Il y avait beaucoup de gens qui ont commencé à se déplacer vers chez eux. Cette nuit-là, il y en a beaucoup qui sont passés la nuit chez eux. Ceux que leur maison était partiellement détruite, ils ont passé la nuit chez eux. Ceux qui leur maison a été totalement détruite, ils ont mis des matelas, ils ont passé la nuit sous le froid, sur les décombres, parce que pour eux, c'est un moment de fierté de revenir chez eux, même si tout est cassé ou bien tout est détruit.
mais au moins ils sont revenus chez eux et que c'est une ville sous une tente, sous une bâche, mais on est au moins il est chez lui. Oui, c'est votre cas d'ailleurs aussi. On a pu voir les combattants du Hamas se déployer par dizaines en armes au moment de la libération des otages israéliens dans la bande de Gaza hier. Est-ce que c'est que pour l'image ou est-ce que ces combattants ils sont vraiment de retour dans les rues? Oui, bien sûr, depuis la première minute de cessez-le-feu, on a vu le déploiement déjà des militants du Hamas, les combattants de Hamas, mais aussi de la police de Hamas qui sont déployés en uniforme officiel avec des voitures de police, avec les motos de police. Ils étaient tous pareils. C'est aussi une démonstration pour montrer un message à Netanyahou qu'on est toujours là. On voulait nous éradiquer, c'était pas du tout le cas. On est là et ils se sont présentés en centaines dans les rues sur toute la bande de Gaza. On les a vus au nord, dans la ville de Gaza, ici au sud, à Deir el-Balah, à Khan Younes, partout. C'est un message très fort de la part du Hamas pour dire que voilà, on est toujours là et malgré les 15 mois de guerre, on est toujours là avec nos armes, nos véhicules et on est toujours à Gaza et c'est nous qui gouvernons Gaza. Rami, la question n'était pas prévue, mais je vous le demande parce qu'on vous a suivi pendant ces derniers mois, ce périple et notamment les difficultés et la peur que vous avez rencontrées, notamment pour rejoindre certains hôpitaux dans cette bande de Gaza ces derniers mois. Comment allez-vous? Comment va votre famille? Est-ce que vous avez de l'espoir pour les jours et les semaines à venir? L'espoir est toujours là. On vit d'espoir depuis le premier jour de la guerre. On ne peut pas vivre sans espoir. Déjà, là, c'est un grand soulagement, surtout pour mon fils Walid. Moi, la grande victoire pour moi, c'est que Walid a été épargné de tout ce qu'on a vécu. Pour lui, on est toujours en vadrouille. Il a pas compris qu'on est dans une guerre. Et pour moi, c'était vraiment la grande victoire que, au moins, il n'est pas traumatisé, il n'est pas touché, il n'est pas choqué. Là, récemment, quand on va dire qu'on va rentrer à Gaza, je lui dis, la vadrouille est finie. On va finir les tentes et tout ça, le camping. On va rentrer chez nous dans notre appart. Et il était très content. Il a pris une casserole, il a commencé à taper sur la casserole en disant Gaza, Gaza. Pour lui, Gaza, il connaît pas parce qu'il était encore presque bébé quand on est sorti. Mais pour lui, Gaza, c'est quand il a vu les vidéos de chez nous, il a vu c'est Gaza pour lui, c'est les jouets, c'est sa tonnière, c'est sa voiture, c'est sa moto, c'est son lit, c'est sa douche, c'est sa baignoire. Donc il était content qu'on va revenir à la vie normale et qu'on a fini ce camping-là et va rentrer chez nous. Et vous le saluez, Baba Walid. Merci beaucoup, Rami Abou-Jamous. Au terme de notre nouvelle émission sur la guerre de l'armée israélienne contre les Palestiniens, nous espérons que le cessez-le-feu à Gaza tiendra suffisamment de temps pour qu'un chemin vers la paix puisse être enfin construit entre les deux peuples qui en ont vraiment besoin. Je remercie toutes les personnes qui se sont exprimées dans notre émission. Je vous recommande aussi la consultation du site Orient 21 pour avoir des informations sérieuses sur le Proche-Orient. Merci aussi à Frédéric qui assure la diffusion de nos émissions sur Radio Libertaire. Et maintenant, je vous dis à la semaine prochaine, bien sûr. Ciao, ciao. من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم هي من روح الشعب خمر هي من عرقه خبز وياسمين فكيف صار طعمها طعم نار ودخان لبيروت مجد من رماد لبيروت من دم لولد حمل فوق يدها أطفال
قنديلها أغلقت بابها أصبحت في المساء